Vous écoutez Radio France Internationale, il est 5h30 à Paris et Kinshasa à 4h30 en temps universel. Le journal, l'actualité africaine dans RFI Matin avec Xavier Besson. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. À la une ce matin, le gouverneur du Nord Kivu remonté après la mort de 7 gardes du parc des Virunga, tués dimanche lors d'une attaque dans une région, l'Est de la République démocratique du Congo, où les groupes armés continuent de pulluler. Dans ce journal également, l'Ouganda et Facebook qui ferment plusieurs dizaines de comptes favorables au gouvernement. Le rôle de la Turquie en Libye mis en cause une nouvelle fois après une visite du ministre de la Défense libyen à Ankara. Et puis Madagascar, les autorités ont mis en place un numéro vert, numéro d'écoute psychologique face au coronavirus. Il y a des efforts, il y a du mieux, mais il en faut plus, dit en substance Karline Zanzu Kasivita, le gouverneur du Nord Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo. La province qui abrite le parc national des Virunga, 7 de ses gardes ont été tués dimanche lors d'une attaque menée par des miliciens. Le gouverneur du Nord Kivu qui souligne toutefois le travail de l'armée congolaise. Il est évident aujourd'hui qu'autour du parc et dans les parcs, il y a encore des groupes armés locaux, Maïmaï et des FDLR. Nous voudrions condamner cette tuerie perpétrée par ces groupes armés, mais aussi encourager les responsables de l'ICSN et les éco-gardes pour maintenir les caps parce que nous devons protéger notre environnement, nous devons protéger ce patrimoine. Nous avons aussi encouragé les forces armées de la République qui consentent des sacrifices pour venir à bout contre les ADF-NALU qui créent terreur et qui tuent dans les territoires de Béni. Évidemment, nous avons enregistré des efforts dans le secteur de Rwenzori, spécialement dans les localités de Loselose où les forces armées de la République ont repris des localités, mais cela ne signifie pas qu'on est arrivé au bout de la guerre contre les ADF-NALU. Nous savons qu'ils sont encore dans la région. C'est le moment pour nous de condamner quelques tentatives de manipulation de la population dans le sens de créer un fossé entre l'armée, les services de sécurité et la population. Le gouverneur du Nord Kivu, joint par Kamanda Wakamanda Muzembe, l'Est de la RDC, il en a aussi été question hier à Brazzaville, déplacement du président RD congolais Félix Tshisekedi chez son homologue. Les deux hommes ont condamné les crimes perpétrés dans la région. À propos de la Centrafrique, ils ont pris acte des résultats provisoires des scrutins de la fin décembre, notamment la réélection dès le premier tour de Faustin Archange Touadéra, et ont appelé au dialogue. La Centrafrique, où la force des Nations Unies dit avoir repoussé de nouvelles attaques de la part de groupes armés coalisés depuis le mois dernier. À Boire, plusieurs centaines de kilomètres au nord-ouest de Bangui, nous vous en parlions hier, mais également à Grimari, à 300 kilomètres au nord-est de la capitale. Et à propos de la contestation des résultats des élections du 27 décembre dernier, notamment les législatives, la Cour constitutionnelle a déjà reçu plus de 130 recours de candidats à des postes de députés. Au Cameroun, l'armée assure avoir tué dimanche des terroristes lors d'une opération menée dans un village en zone anglophone. Le porte-parole de l'armée indique tout de même qu'une enquête a été prescrite après que des ONG ont accusé les militaires d'avoir en fait tué des civils. Scénario similaire au Mali avec l'armée française. Hier, la Fédération internationale pour les droits humains et l'Association malienne des droits de l'homme ont demandé une enquête indépendante après la frappe qui a visé le village de Bounti dans le centre malien au début du mois. L'armée française dit avoir tué des djihadistes quand l'association Tabital Poulakou assure que c'est un mariage qui a été bombardé et que des civils ont été tués. Facebook dit y voir des tentatives d'influer sur le débat public avant les élections de jeudi en Ouganda, élections législatives et présidentielles, lors de laquelle le président Yoweri Museveni est en lice pour un 6e mandat. Le réseau social annonce donc avoir fermé des dizaines de comptes Facebook et Instagram proches des autorités. Explication à Kampala avec Lucie Mouillot. Selon la communication de Facebook, de faux comptes et des comptes dupliqués étaient utilisés pour gérer des pages, pour commenter les publications d'autres personnes et pour partager des contenus afin de les faire paraître plus populaires. Parmi les personnalités concernées, certains membres du ministère de l'Information et des Communications et des blogueurs soutiens du président Yoweri Museveni. Étant donné l'imminence de l'élection, le géant américain a déclaré avoir agi rapidement pour enquêter et faire tomber ce réseau.
Pour un proche du gouvernement visé par la fermeture de son compte, l'action de Facebook est injustifiée. Il n'y a aucune opération coordonnée pour interférer dans le débat public, a-t-il déclaré. Selon lui, les actions condamnées par le réseau social, comme l'ouverture de comptes multiples, sont utilisées individuellement par des membres de tous les partis politiques en Ouganda, mais seuls ceux de la majorité ont été ciblés. Facebook affirme avoir découvert que ces pratiques étaient liées au groupe d'interaction des citoyens avec le gouvernement, une agence du ministère de l'Information et des Communications. Depuis 2017, selon le réseau social, une centaine d'opérations de ce genre ont été démantelées dans le monde. Lucie Mouillot, Kampala, RFI. L'Afrique du Sud ferme ses frontières terrestres pendant un mois. Seuls les convois de marchandises ou les personnes voyageant pour leurs études ou pour des motifs médicaux pourront franchir les 20 points de passage. Décision prise hier face à l'afflux de personnes tentant de quitter le Zimbabwe où un nouveau confinement a été mis en place. Cela alors que l'Afrique du Sud est toujours le pays du continent le plus touché, le plus endeuillé par le coronavirus. Pretoria a enregistré hier plus de 400 nouveaux morts et plus de 15 000 nouveaux cas de Covid. Par ailleurs, toutes les mesures de restriction sur la vente d'alcool, le couvre-feu ont été prolongées jusqu'à nouvel ordre. À Madagascar, c'est une mesure qui est malheureusement victime de son succès. Alors que le nombre de cas de coronavirus s'est de nouveau mis à augmenter ces dernières semaines, le nombre d'appels au 902 a lui aussi grimpé en flèche. Le 902, c'est un numéro vert, donc gratuit, d'assistance psychologique lancé au mois d'octobre pour aider ceux qui sont traumatisés par l'épidémie. Et le nombre d'appels a encore plus augmenté depuis le mois de décembre et les spéculations sur un éventuel nouveau confinement. Sarah Teto. Psychologue ni douleurs sans frontières. Au bout du combiné, un patient guéri du Covid mais traumatisé par un séjour longue durée à l'hôpital. Pour lui répondre, Miad Zarabenour, l'une des 6 psychologues cliniciennes participant au projet. On a constaté qu'il y a une recrudescence des troubles mentaux et surtout des signes d'anxiété, d'angoisse, d'insomnie, de dépression de la part de nos appelants. C'est peut-être dû au confinement, mais dû également aux problèmes économiques. Le post-traumatisme est toujours là. L'appel dure en général entre 15 minutes et 1 heure. À la base, le service avait été conçu pour les familles des malades, mais face aux besoins, l'équipe a choisi d'élargir l'écoute aux patients guéris, hospitalisés et aux familles endeuillées, explique Kouloun Nanjani Line, la présidente de l'Ordre national des psychologues. On a vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui avaient besoin d'être écoutées après ce qu'ils ont vécu pendant cette période, qu'ils soient malades ou familles de malades. Donc on a pensé que c'était important de mettre cette ligne gratuite pour qu'elle soit accessible pour tout le monde, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. La ligne doit rester ouverte au moins jusqu'à septembre prochain. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. Le Tchad et l'arrestation du président du collectif contre la vie chère hier, Dingam Nayal Nelly Versinis, qui a passé donc la nuit en garde à vue après une plainte pour diffamation déposée par le ministre de la Défense sur sa page Facebook. Le président du collectif l'accusait d'avoir détourné la recette des amendes délivrées aux contrevenants des mesures de lutte contre le Covid. La Convention tchadienne de défense des droits de l'homme dénonce une détention disproportionnée. L'opposition nigérienne va déposer des recours aujourd'hui après les résultats de la présidentielle et des législatives le 27 décembre dernier. La CAP 2021 qui demande l'annulation des résultats de certains bureaux de vote dans les régions de Tawa, Maradi, Zinder ou encore Difa et qui appelle par ailleurs à l'union de l'opposition dans l'optique du second tour qui devrait opposer son candidat Mahaman Ousmane et celui du parti au pouvoir Mohamed Bazoum. Une visite qui ne passe pas inaperçue. Ce dimanche, le ministre libyen de la Défense s'est rendu à Ankara. Il y a rencontré son homologue turc et d'après le communiqué issu de l'entretien, il a été question de davantage développer la coordination stratégique et militaire. La Turquie donc renouvelle une nouvelle fois son soutien au gouvernement d'union nationale de Fayez El-Sarraj, alors qu'à l'est libyen, on accuse Ankara de vouloir faire échouer l'accord de Genève et de chercher à relancer des combats. Ouda Ibrahim. Dimanche dernier, en recevant son homologue libyen du gouvernement dirigé par Fayez El-Sarraj, Khaloussi Akar a cherché à unifier les milices de l'ouest libyen sous la bannière de ce ministre fidèle à Ankara, plus fidèle encore que le ministre de l'Intérieur Fathi Bashara, soutenu lui par les milices de Misrata. Selon des analystes de l'est libyen, Ankara veut unifier les milices pour attaquer le croissant pétrolier actuellement aux mains des forces de Khalifa Haftar. Mais le camp de l'ouest
l'Ouest accuse aussi le maréchal de vouloir en découdre et d'amasser ses forces à Sirte. Avant sa visite en Turquie, le ministre libyen de la Défense a affirmé que le GNA tenait à ses accords avec la Turquie, ce qui est en totale contradiction avec l'accord de Genève. De plus, le Parlement turc a voté il y a une semaine le renouvellement de la mission des soldats turcs en Libye pour 18 mois, une manière pour Benghazi de saboter l'accord des cessez-le-feu et d'entraver le travail de la commission militaire. Ouda Ibrahim. Enfin, l'ambassade du Sénégal à Paris a mis en place un comité de suivi depuis une semaine. On est sans nouvelles de Diarisso, l'une des meilleures élèves du pays, inscrite en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris. El Hadji Magatsey, l'ambassadeur du Sénégal en France, revient sur cette semaine qui vient de s'écouler et assure que les policiers sont à pied d'œuvre pour la retrouver. L'absence de Madame Diarisso a été constatée à peu près le 4, parce que c'est la reprise des cours, elle n'est pas venue en classe. Les autorités académiques se sont inquiétées de son absence après 2 jours. Une élève brillante, vous ne la voyez pas après 2 jours, vous vous inquiétez. Donc le mercredi, ils ont commencé à regarder un peu au niveau de sa résidence pour avoir des informations. Le jeudi, les autorités académiques ont averti le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Qui m'a averti? J'ai appelé immédiatement le consul qui s'est rendu à la police du 8e arrondissement pour faire la déclaration. Donc, il n'y a pas eu vraiment de temps d'attente. Toutes les remontées d'informations que nous avons, tant au niveau des centres hospitaliers que des sapeurs-pompiers, ne donnent aucune information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moins, on peut être rassuré sur un aspect, il n'y a pas encore eu danger sur sa vie. En tout cas, au stade où nous parlons. Maintenant, les policiers continuent leur travail d'investigation pour explorer toutes les pistes. L'ambassadeur du Sénégal en France au micro de Sylvie Kofi. Il est 5h42 ici.